Effet inotrope négatif. La diminution de la compliance, maintenant, va se faire, elle, dans quel sens et sur quelle partie, sur quel élément de ces courbes et de ce système. Compliance, on l'a dit, c'est le remplissage. Et donc, à partir de là, vous aurez cette courbe du bas, hein, qui fait le plancher de cette relation, qui va monter ou descendre. Monte, elle descend, deux fois, elle descend. Ben non, elle va monter. Elle va monter pourquoi? Elle va monter parce que vous allez avoir, pour un même régime de volume, une augmentation des pressions, qui est au détriment de l'ensemble de la qualité des ventricules. Avoir une diminution de la compliance, c'est pas bon. Je viens de vous dire que pour les vaisseaux, par exemple, le fait d'avoir une augmentation de la compliance, le fait de jouer sur des vaisseaux plus distensibles était extrêmement favorable. Avoir quelque chose qui a tendance à se déformer plus simplement, quand ça reste d'ordre physiologique, va vous faciliter l'ensemble de vos possibilités d'adaptation. Alors que si vous êtes sur quelque chose qui est extrêmement tendu, serré et qui ne se détend pas du tout, c'est pas terrible. Ça va être la même chose si vous avez un ventricule qui est complètement coincé par de la fibrose, du collagène et qui va limiter ses capacités de remplissage. Eh bien, vous jouez sur des valeurs de pression supérieure. Eh bien, on est bien augmenté, la pente est supérieure. Et donc, du coup, là encore, les capacités de remplissage au moment de la diastole seront limitées. Et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la diminution de la contractilité, l'effet inotrope négatif, cette fois-ci, ce n'est pas par le haut que ça joue, ce n'est pas le plafond qui se baisse, c'est le plancher qui remonte. D'accord ? Et donc, vous aurez, dans toutes sortes de pathologies liées à ces diminutions de compliance, donc de l'élasticité ventriculaire, et ça peut être soit extrinsèque au tissu cardiaque, mais par exemple le péricarde, qui devient un sac fibreux à la suite d'une tuberculose, longtemps après, quand vous avez des calcifications, vous êtes bloqué dans un sac qui est un sac de pierre. Ce n'est plus du tout un sac souple qui vous permet à chaque diastole de vous remplir. Et dès que vous arrivez sur le niveau maximum de remplissage du sac, le ventricule s'arrête de se distendre, s'arrête de se remplir. Si vous avez de la fibrose parce que vous avez une maladie, une sarcoïdose qui a dégénéré, si vous avez de multiples foyers d'ischémie, de nécrose puis de fibrose qui se sont installés, à chaque fois, vous allez payer le prix cher sur une diminution de votre compliance. Et donc, vous serez moins capable de vous remplir. Et puis, vous avez le vieillissement qui altère l'ensemble des structures, et celle-là va avoir, elle aussi, ses dépôts de protéines intracellulaires qui finiront par, non pas provoquer par les protéines tau dans la maladie d'Alzheimer, des insuffisances cérébrales, mais des insuffisances cardiaques dues au remplissage. Et une insuffisance cardiaque de type diastolique, c'est un défaut de compliance, c'est un défaut de remplissage. D'accord ? Et comment on dénomme une situation dans laquelle vous avez les deux, plafond qui descend, le plancher qui remonte, et donc une valeur extrêmement limitée, vous le voyez, du travail cardiaque. Il ne reste plus grand-chose, hein, c'est un cœur qui pompe mal et qui se remplit mal. Vous imaginez bien que le rendement, là, il est descendu à 10%, hein, par rapport à la surface totale qu'il y a entre ces deux courbes. C'est dans quelle situation qu'on trouve ça ? Diminution de la contractilité, réduction de la compliance, donc les deux vous limitant de façon beaucoup plus importante, c'est toutes les situations d'insuffisance cardiaque. Toutes ces situations dans lesquelles vous allez avoir un défaut ventriculaire, plus de contraction, vous voyez ici, ça ne se contracte plus du tout, une dilatation majeure, hein, au lieu d'avoir une cavité de 6, 7 cm, ça va faire 10, 12 cm. Donc une énorme dilatation du sac, on a essayé de se décaler vers la droite, mais ça se remplit très mal, hein, donc ça se distend très mal, et puis ça ne se contracte pas du tout. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière, l'efficacité contractile ici est nulle. Là, ici, même cette partie-là ne se contracte quasiment plus, alors celle-là, pas du tout. Et puis, ça ne joue que sur un tout petit segment basal, hein, là-haut, sur lequel ça contracte encore. Le remplissage, vous voyez ici la mitrale, vous voyez la petite bouffée qui rentre à chaque fois dans un énorme ventricule dont finalement le sang ne cesse de tourner, hein, à l'intérieur, et dont une toute petite partie seulement sera éjectée
à chaque systole. Hein. Tout ça, bien entendu, contribuant au fur et à mesure à un des risques majeurs, celui du ralentissement de la circulation, c'est-à-dire la thrombose intracavitaire. Et tout ça, ici, c'est du thrombus. Tout ça, c'est du thrombus. Donc le risque migration embolique, à partir du moment où vous avez un thrombus comme ça dans le ventricule, il faut l'assumer. Hein. C'est pas terrible. Ok, donc voilà l'ensemble des points qu'on peut voir. Je vous redonnerai ça pour la partie de bibliographie plus complète en ce qui concerne à la fois les données de physiologie, les données de biologie, et puis quelques repères importants sur les données littéraires de la médecine qui pourront vous éduquer, et en particulier sur le dernier de Kerangal sur réparer les vivants, autour d'une transplantation cardiaque vue des deux côtés, de la transplantée et du greffon. Et on va passer à cette deuxième partie qui va concerner maintenant le couplage entre l'excitation et la contraction. Il n'y a pas de questions juste avant ou on les garde pour midi? Les questions? Ok. Et donc on va regarder maintenant l'ensemble de ce dialogue entre, à nouveau, l'électricité, la chimie et la mécanique. Et sur l'ensemble de ces cycles, on va commencer par regarder les acteurs moléculaires et cellulaires de ces modifications. Alors le premier élément important, c'est celui qui va rejoindre l'ensemble de la membrane sarcoplasmique, qui va se coupler physiquement avec des invaginations que vous avez ici, de tubules qu'on appelle des tubules transverses qui vont traverser et venir se mettre tout autour des myofibrilles, donc de la partie musculaire, en regard, et vous les avez ici avec deux parties terminales d'un objet particulier qui s'appelle le sac réticulaire. Donc c'est un réticulum sarcoplasmique dans la cellule musculaire cardiaque. Et ces tubules transverses vont avoir un effet de couplage physique entre ce qui va passer sur les chines de la cellule, donc la dépolarisation, qui se propage tout le long de la cellule, et ce qui va entraîner, après cette information transmise, variation électrique, c'est variation du potentiel de surface, à l'acteur principal qui sera sur les parties terminales de ce réticulum sarcoplasmique et qu'on appelle le canal ryanodine. Ce réticulum sarcoplasmique, vous l'avez ici sur cette distribution réticulée tout autour de la myofibrille, hein, va donner donc sur ces surfaces terminales des sites qui vont être en presque contact, hein, et donc en une proximité spatiale en tout cas très importante avec les invaginations de la membrane constituées par ces sites terminales. Et comme vous en avez deux pour une valeur de la citerne terminale, ça définit 2 pour 1, une triade qui est située à l'intérieur de chacune et en proximité avec la myofibrille. Et cette valeur réticulée aborde ces notions qu'on a vaguement vues la semaine dernière sur la distribution de ces réseaux, qui sont des réseaux fractales, là encore à l'intérieur des éléments cellulaires, pour optimiser finalement la diffusion de l'information. Alors on la symbolise comme ça, en regardant, pour ces acteurs principaux, la membrane, vous êtes ici dans le noir en extracellulaire, d'accord ? La membrane est ici, et donc en blanc dans l'intracellulaire, vous avez d'abord un canal calcique, qui est là. Vous avez ce réticulum sarcoplasmique qui est ici en noir, ce sac ici avec sa citerne terminale. Vous avez le récepteur à la ryanodine, et puis vous avez 3 autres acteurs qu'on va voir juste après. Ces tubules T, ils sont donc en liaison directe avec la partie terminale du réticulum sarcoplasmique, à côté des strizèdes, et il va transmettre ces variations de polarisation, cette petite onde qui passe à la surface. Et ils sont porteurs de ces canaux calciques de type lent, L, qui vont donner le premier signal calcique. Le deuxième signal, il sera reçu par le réticulum sarcoplasmique, donc vous avez une partie longue, hein, c'est la partie bleue ici centrale,
on va dire, principalement. Et ça, c'est des réseaux parallèles et qui portent les calcium ATPases, qui elles vont avoir pour objet de récupérer le calcium au moment de la diastole chimique ou de la diastole électrique. Et puis vous avez ce réticulum sarcoplasmique jonctionnel qui est dans la triade, en contact avec les tubules T, avec cet acteur principal des récepteurs à l'arianodine, RIR1, RIR2, qui vont avoir un rôle essentiel dans la libération du calcium intracellulaire. Calcium intracellulaire. Et cette libération du calcium est induite par l'entrée du calcium. Donc c'est ce qu'en anglais on a appelé le calcium release, calcium induced, qui vient induit par le calcium, relargué du calcium. Quel est ce message et comment fonctionne-t-il? On va passer sur la calcéquestrine pour regarder sur cette fonction les deux acteurs. Bon, enfin, je vous les donne quand même. La calcéquestrine est à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique et c'est finalement la fonction d'étagère à calcium. C'est la fonction de réceptacle du calcium avec une très faible affinité pour le calcium, mais une grande capacité. C'est-à-dire que c'est des grandes protéines sur lesquelles vous avez quantité de sites d'interaction possible à faible affinité. Donc le calcium, quand il rentre, il va se poser sur ces étagères-là, mais il a, en raison de cette faible affinité, une grande capacité finalement à être relargué très rapidement également, et il sera relargué par le récepteur à l'ariadotine. Et puis vous avez une dernière qui est celle de la grue à calcium, et j'emploie ce terme à dessein, vous verrez comment elle fonctionne tout à l'heure, puisque c'est celle qui va aller chercher le calcium à l'intérieur du cytosol pour le ramener dans le réticulum et le remettre ensuite sur les étagères de la calcéquestrine. Cette calcium ATPase, qui est un événement coûteux, hein, c'est une ATPase, elle aussi, qui consomme, ATP va être couplée pour pouvoir ramener à chaque fois 2 ions calcium à l'intérieur du réticulum. Et elle sera en cela aidée ou gênée par le phospholamban qui, selon son état de phosphorylation, va l'inhiber ou au contraire faciliter son travail, faciliter son recaptage.